Emmanuel Macron est à l'Elysée depuis un an aujourd'hui. Aurore Berger est notre invitée sur France Bleu Paris. Noé da Silva, vous recevez la députée La République En Marche des Yvelines. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. La une de Libération ce matin, un an de Macron, la droite a enfin son président. Bien vu ou injuste pour vous ? Je pense qu'il y a une petite déformation de la part de Libération, mais après, ils ont leur ligne éditoriale et bien le droit de le dire. Je pense au contraire qu'on a une présidence qui est équilibrée. C'est ce qu'on a défendu pendant la campagne, c'est ce qu'on met en œuvre, c'est-à-dire à la fois libérée, et c'est assez légitime qu'on ait commencé par des réformes qui étaient des réformes économiques et sociales, notamment sur le code du travail qui aille dans ce sens-là, et puis protéger tout ce qu'on fait par exemple en matière d'éducation nationale ou ce qu'on fait actuellement sur la formation professionnelle. Mais pourtant, c'est ce qu'on retient, ce moment d'anniversaire. Emmanuel Macron, le président des riches, pour certains, le président des très riches. Comment changer cette image maintenant ? Tout simplement en continuant les réformes que l'on est en train de conduire. Parce que quand, par exemple, on parle uniquement de la hausse de la CSG, on oublie de dire pourquoi on a mis en place cette hausse de la CSG, à savoir la baisse des cotisations sociales. Et ça bénéficie évidemment à l'ensemble des salariés. Corriger ce qui mérite de l'être. Julien de Normandie l'a dit hier, par exemple, quand on a fait un coup de rabot sur les APL, c'était peut-être pas une bonne idée parce que c'était pas la bonne méthode. Donc ça, c'est aussi ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on évalue. Et quand quelque chose mérite d'être corrigé, alors on le fait. Et les banlieues, les EHPAD, les retraités, la taxe d'habitation, ce sont les prochains marqueurs à gauche ? Mais je sais pas, moi je réfléchis pas comme ça, pas juste parce que. Oui, mais les moi, Français je semblent réfléchir un peu comme ça. Non, je pense que les Français, ils regardent tout simplement concrètement, est-ce que leur vie a changé quand vous êtes parent et que vous voyez que la classe de CP de votre enfant qui est dans une zone prioritaire a été dédoublée, vous voyez immédiatement le bénéfice de la politique qui est menée. Mais quand vous êtes en banlieue, quand vous avez vos parents dans les EHPAD, banlieue, quand vous êtes retraité, que vous avez été touché... C'est pour qui qu'on dédouble les classes Oui, mais il n'y a pas que CP. cela. D'ailleurs, le rapport commence... Borloo parle de 40 milliards d'euros nécessaires. Est-ce que l'État pourra mettre la main à la poche ? Je pense qu'il y a peut-être des propositions qui peuvent être intéressantes, mais moi, je ne balayerai pas si vite tout ce qu'on a fait en matière d'éducation nationale, parce que c'est ça, une vraie politique en matière d'égalité des chances. C'est justement tout ce qu'on mène au sein de l'éducation nationale et qui permet de rétablir des chances qui ne sont pas les mêmes pour tous au départ. Et c'est ça, le projet qui est le nôtre. Tout le projet d'émancipation, c'est une émancipation par l'école et par le travail. Ce qu'on fait sur la formation professionnelle, notamment tout au long de la vie, ça bénéficie à qui ? Si ce n'est justement ceux qui sont potentiellement en décrochage, ceux qui sont les chômeurs de longue durée, ceux qui sont les jeunes peu qualifiés. C'est pour eux, avant tout, qu'on met en place ce genre de réforme. Mais au bout d'un an, 55% de personnes mécontentes, selon un dernier sondage, c'est grave ? Non, je ne pense pas que ce soit grave. Déjà parce que si c'était fié au sondage, il n'aurait même pas été candidat à la présidence de la République. Donc je pense qu'il ne faut pas gouverner au gré des sondages. Il faut accepter parfois un risque d'impopularité pour mener à bien des réformes. Je pense que ce qui a beaucoup gêné les Français dans les dernières années, c'est aussi qu'on ne comprenait pas le cap qui était celui fixé par le président de la République. Donc si la réponse, c'est parce qu'il y a un sondage un peu moins bon, tout d'un coup, on change complètement le cap. Je pense qu'on désoriente les Français et qu'on n'est pas en capacité de mettre en place une politique de long terme. Mais la victoire d'Emmanuel Macron, il y a un an, c'était quoi ? C'était la victoire du centre ? Non, je pense pas. Je pense que c'était la victoire d'un projet qui était un projet européen, qui était un projet réformiste. Mais c'est plutôt la victoire du centre par rapport aux extrêmes. C'était une victoire contre les populistes, ça c'est évident. C'est-à-dire que les Français ont fait le choix de refuser que Marine Le Pen, de manière très claire, entre à l'Élysée et que l'extrême droite s'installe. Et puis ça a été conforté ensuite au moment des législatives. C'est-à-dire que les Français auraient pu se dire après, un mois après au moment des législatives, finalement, on rééquilibre, on ne lui donne pas une majorité. Ils ont fait le choix au contraire de conforter Emmanuel Macron en lui donnant une majorité, justement, pour qu'il mette en place ces réformes. C'est pour ça que je ne crois pas au côté il est arrivé par hasard ou il n'est là que parce qu'il a battu Marine Le Pen. C'est pas ce que j'ai dit. Non, j'entends bien, mais j'entends cette petite musique qui est très très présente, y compris de gens d'ailleurs qui sont à l'Assemblée nationale. Non, je parlais juste du centre. Non, parce que le centre, c'est vous positionner systématiquement par rapport aux autres, en fait. Et Emmanuel Macron, il ne se positionne pas par rapport aux autres partis. C'est plus rassembleur, notamment quand vous dites les Français ne veulent pas voir gauche ou droite. Il y a un côté centriste. Non, mais c'est juste la dénomination. C'est-à-dire, quand vous dites il est centriste, ça veut dire qu'il se positionne forcément par rapport à ce que propose soit la droite, soit la gauche. J'ai pas l'impression qu'on se positionne aux autres. J'ai plutôt l'impression que les autres essayent de se positionner progressivement par rapport à nous. On a défini un axe central qui peut aller, en effet, de ceux qui étaient comme moi jupéistes à des gens qui étaient strauss-kahniens, des gens dont les Français ont toujours dit ils ont tout pour bosser ensemble, pourquoi ils le font pas on se met à travailler ensemble dans une politique qui est une politique comment on travaille ? Prenons réformiste. l'exemple de la SNCF, par exemple, la grève est de retour ce
ce soir, le Premier ministre tend la main au syndicat de cheminots, une main tendue, mais ferme. Ça veut dire qu'il ne veut pas revenir sur la réforme. Comment on sort de cette grève ? On en sort en continuant à faire un effort de pédagogie, mais on ne peut pas, parce qu'il y a une grève, dire la SNCF ne doit pas se réformer. Effort de pédagogie, ça veut dire que les syndicalistes ne comprennent rien à cette réforme ? Non, mais je pense qu'il y a une espèce de course à l'échalote aussi, parce qu'on sait que les syndicats sont en perte de vitesse. C'est pas depuis uniquement une année, ça fait des années qu'on sait qu'ils ont plus de difficultés à mobiliser, qu'ils sont aussi dans des guerres entre syndicats à ceux qui seront cette grève, elle pénalise bien virulents. quand même, dans notre région notamment, Mais certaines lignes du Transilien, le RER. Le RER, la ligne N que je connais un peu. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Parce qu'il y a une grève, on recule, et donc on donne le sentiment qu'on sera dans l'incapacité de réformer et que la moindre mobilisation suffit à faire reculer demain le gouvernement, le président de la République, la majorité. Je pense que ce serait un signal dévastateur. Et quoi qu'il arrive, l'ouverture à la concurrence de la SNCF, elle est actée. Et elle n'est pas actée depuis 2017, elle est actée depuis 2003. Mais est-ce que dans ces négociations, on ne pourrait pas offrir des garanties sur la qualité de service pour nous, les usagers, demain, avec cette réforme ? Mais c'est le cas. Regardez comment ça s'est passé dans d'autres pays. Regardez en Allemagne, où vous Justement, avez eu cette ouverture à la concurrence. On peut sortir tous les exemples, comme certains pays où ça s'est mal passé, d'autres ça se passe plutôt bien. Mais globalement, il y a quand même... Ça démontre que l'ouverture à la concurrence n'est pas le cataclysme que certains veulent bien laisser croire. Par contre, si on ouvre à la concurrence, mais que dans le même temps, la SNCF ne se réforme pas, alors elle part avec des boulets aux pieds énorme et elle ne sera pas en capacité concrètement de pouvoir compétiter avec d'autres entreprises qui arriveront sur le marché. La concurrence, ça permettra, je pense sincèrement, d'augmenter le niveau de service dont personne ne peut aujourd'hui dire que le niveau de service de la SNCF est au niveau de ce que les Français, les Franciliens notamment, payent chaque jour pour pouvoir aller travailler ou pour se déplacer. Donc augmenter le niveau de service, augmenter aussi, je pense, baisser par contre le niveau des prix, c'est ça qu'on veut faire. Mais encore une fois, si on ouvre à la concurrence et que dans le même temps, on n'est pas capable de réformer la SNCF, alors on condamne la SNCF. Aurore Berger, la fête à Macron samedi dans les rues de Paris, la grève, on vient de le dire, à la SNCF, mais il y a également Air France, il y a les facs bloqués, le mécontentement dans certaines banlieues, dans les EHPAD. Alors on voit bien que tout ça ne fait pas un tout et ce n'est pas un ensemble, mais est-ce que c'est comme ça que vous imaginiez le premier anniversaire d'Emmanuel Macron à l'Élysée ? J'imaginais pas un long fleuve tranquille et une mer calme. On savait qu'à partir du moment où vous réformez, il y a des mécontentements qui peuvent exister. Notre responsabilité, c'est de continuer à réformer malgré tout parce qu'on est convaincu de ce qu'on fait et parce qu'il n'y a pas le choix. C'est-à-dire on ne va pas continuer à perdre du temps alors qu'on en a suffisamment perdu dans les années passées. Merci Aurore Berger d'être venue ce matin sur France Bleu Paris, députée La République En Marche des Yvelines, à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Merci à vous, bonne journée. Merci.